السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل قراءة هذا الكتاب اللي هو معنون بفي ديكول دو فرانسوا دوبي. كتاب يندرج في إطار لا سوسيولوجي دو ليدوكاسيون، سوسيولوجيا التربية. Alors, cinquième partie, réformer. Chapitre 11. Adaptation aux réformes. Le système scolaire français est soumis à deux critiques opposées et pourtant étroitement mêlées. D'un côté, il apparaît comme un animal préhistorique, un mammouth paralysé par son poids et par ses routines, comme un bloc, un pas vide, indifférent ou hostile au changement de la société et de la culture qui l'entoure. Il est le symbole du mal français, de la société bloquée, fermée par un verrou interdisant une réelle modernisation de la vie sociale, et tous ceux qui se sont attaqués à la forteresse ont fini par s'y casser les dents. De l'autre côté, l'école semble engagée dans une frénésie de réformes. Toutes les rentrées scolaires déversent un flot de notes et de directives nouvelles. Les rapports des experts et de l'inspection s'accumulent et souvent se répètent. Les innovations et les expérimentations se bousculent et se heurtent. Les acteurs paraissent déboussolés devant ce changement continu, ce goût immodéré de la réforme pour la réforme. Paradoxalement, ces deux jugements paraissent fondés car en même temps que l'école est soumise à une métamorphose ininterrompue, elle possède la capacité d'absorber les réformes, de les dissoudre ou de les détourner en fonction de ce que les acteurs veulent bien accepter. L'animal frémit un moment et reprend sa forme initiale. Ceux qui veulent le changement se heurtent à la résistance des routines. Plus ça change, plus c'est pareil. Ceux qui aiment l'ordre et la stabilité ne supportent pas l'injonction permanente à l'évolution. Tous les 2 ans, chaque ministre veut faire sa réforme. Pour dire les choses autrement, l'école évolue en s'adaptant tout en étant incapable de se réformer, c'est-à-dire de poser les bases d'un autre type de fonctionnement, et à fortiori de le rendre effectif. Au bout du compte, on aussi du volontarisme ou scepticisme, sans paraître en mesure de réformer véritablement l'institution. S'il est important de savoir ce que l'on veut faire de l'école, il est tout autant de savoir comment s'y prendre, à condition d'être vraiment convaincu que le jeu en vaut la chandelle. L'école s'adapte. Ceux qui voient dans l'école un mastodonte immobile, un nœud de blocage, sont trop concernés pour avoir le recul nécessaire. Or, dès que l'on prend un peu de distance, c'est le changement qui domine. Même si le professeur reste le centre de la classe, son style pédagogique a été bouleversé, ne serait-ce que pour s'adapter à des élèves nouveaux. Le rythme paisible de la leçon et de l'interrogation s'estompe. Le professeur de langue fait parler les élèves puisqu'il n'explique le grammaire et nous donne des listes de vocabulaire. Les programmes ont profondément changé, au point d'ailleurs que les parents ne les reconnaissent plus. Les humanités ont perdu leur position prépondérante. Les professeurs de sciences préfèrent montrer un peu de science que les seules beautés de la science. Les lectures des collégiens ne déclinent pas, mais elles correspondent plus à leur goût qu'à ceux de Lagarde et Méchard. Les élèves sont peut-être dissipés, mais ils parlent et disent parfois ce qu'ils pensent, alors qu'on leur demandait uniquement de réciter les leçons par le passé. Même si la classe reste la forme pédagogique principale, on commence à imaginer d'autres manières de travailler. Les centres de documentation ne sont plus des bibliothèques faméliques et fermées.
et les ordinateurs sont entrés à l'école. On pourra toujours dire que le travail en équipe, on pourra toujours dire que le travail en équipe est encore trop rare. Il n'empêche qu'il n'est plus une exception pédagogique relevant de l'héroïsme militant. Les surveillants généraux sont devenus des conseillers d'éducation et là, le changement de nom a correspondu à un vrai changement de fonction, comme c'est le cas pour les anciens orienteurs devenus des conseillers d'orientation psychologues. Certes, les délégués des élèves sont encore trop dociles et muets. Il n'empêche qu'ils sont là et que le conseil de classe n'est plus ce qu'il était avec la présence des parents. Il ne peut plus être une simple chambre d'enregistrement. Par la petite porte, par le périscolaire souvent, la société est entrée dans l'école. Les élus et les parents siègent dans les conseils d'administration. Les élèves font de courts stages dans les entreprises et l'école ne peut plus ignorer totalement le monde qui l'entoure. Elle doit répondre aux problèmes sociaux qu'elle ne peut plus évacuer en se débarrassant des élèves difficiles. Pas plus qu'elle ne peut ignorer que les élèves sont aussi des adolescents avec la généralisation de la mixité. Ces évolutions sont connues. En créant en 1987 la direction des études et de prospective devenue la DEPP, le ministère a profondément changé l'image que l'école pouvait avoir d'elle-même. Elle a perdu une part de naïveté consistant à croire que l'unité de l'école découlait automatiquement de l'unité des règles administratives et des programmes. On sait que l'offre scolaire n'est pas homogène, que les établissements ne sont pas également efficaces et équitables. On sait grossièrement ce que les élèves apprennent et que l'école n'est pas toujours conforme à l'idéal qu'elle se donne. Ce changement est d'autant plus important que les données du ministère ne restent pas un secret d'initié. Elles sont connues pour ceux qui veulent les connaître et la presse s'en fait largement l'écho. Les numéros des magazines consacrés au palmarès des lycées sont les plus gros tirages de l'année. Du point de vue de Sirius, l'école change. Elle change tant que beaucoup n'y reconnaissent plus l'école de leur nostalgie. Devenue bon gré mal gré une école de masse, c'est-à-dire une école qui ne peut plus ignorer ses problèmes pour rester identique à elle-même. Longtemps, la sélection a permis au collège de choisir les élèves qui lui convenaient, ne pouvant plus les trier. Il a bien fallu que le collège s'adapte. Et ce n'est pas être complaisant que de rappeler l'extraordinaire stock d'inventions, de générosité et de conviction que les enseignants ont engagé dans l'école pour qu'elle se transforme autant sans se perdre. Cet engagement n'est certainement pas général, mais il est d'autant plus remarquable que rien n'oblige les enseignants et les personnels à aller au-delà de la stricte définition de leur rôle et de leur service. Ils ne sont pas obligés de construire des projets, de se réunir, d'organiser des activités pédagogiques débordant le cadre de la classe. Ils le sont d'autant moins que ces activités ne favorisent pas spécialement leur carrière et leur avancement, l'administration ayant choisi de ne pas sanctionner négativement les fautes. Elle ne reconnaît guère positivement les mérites. De plus, l'engagement d'une grande partie des personnels se heurte souvent à la sourde hostilité de ceux qui, choisissant de limiter leur travail réel à leur service officiel, ne sont pas sans mépriser ces pédagogues. Un changement peut maîtriser. Ce changement qu'il a voulu, qu'il a porté. Il n'est guère possible d'y voir l'accomplissement d'une réforme, la réalisation d'un projet scolaire bien identifié, a fortiori le triomphe de convictions fortes quant au rôle de l'école. Il résulte davantage d'une multitude d'adaptations locales dont on ne sait pas vraiment dans quelle mesure elles ont été commandées par le centre, par le ministère, ou si elles proviennent de réponses décentralisées aux changements sociaux importés
par les nouveaux publics et les mutations de la société. Il est bien difficile de savoir ce qui revient aux divers ministres et ce qui relève d'une sorte d'adaptation naturelle. La réforme du collège unique de 1975 entérine une évolution en germe depuis 15 ans, quand la décision précède, comme dans l'objectif d'aboutir à 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. La demande suit très rapidement. Le législateur peut même ouvertement renoncer à engager une réforme et lui préférer une politique d'encouragement à la rénovation pédagogique, comme ce fut le cas au début des années 1980. Il faut bien l'admettre, le changement n'est pas la résultante directe de projets affirmés. Il découle souvent des opportunités saisies par les politiques à tel ou tel moment, et surtout du jeu des intérêts et des usagers de l'école et ceux qui y travaillent. C'est les parents les plus actifs et les plus influents, souvent proches des classes moyennes et supérieures, ont soutenu la politique des 80%. Ils ont su résister aussi à l'indifférenciation des classes voulue par la réforme Abi en 1975. S'ils ont soutenu l'assouplissement de la carte scolaire, ils en ont fait une bâche dans l'homogénéité du système, ce qui n'était sans doute pas dans l'esprit du législateur. Ces acteurs soutiennent les évolutions qui semblent favorables à la scolarité de leurs enfants et sont indifférents à d'autres, comme la persistance durable d'un noyau dur d'élèves faibles, le creusement des écarts entre collèges ou l'orientation par l'échec. Un processus d'adaptation continue préserve un temps seulement une certaine paix sociale, au profit des usagers les plus influents, mais il ne permet pas de s'attaquer de front aux problèmes qui heurtent les intérêts de telle ou telle catégorie. Dans ce cas, une pure logique d'adaptation a peu de chances d'agir en faveur des plus faibles et des moins influents. Parfois, l'absence de changement résulte de conflits d'intérêts directs entre les différents acteurs. Si les enseignants se présentent volontiers comme les représentants des valeurs universelles du savoir et de la raison, contre les passions et les intérêts privés des laïcs, ils possèdent la capacité de bloquer toute évolution contraire aux intérêts et aux équilibres des différents corps du système. Ainsi, la mise en place du collège unique a longtemps été paralysée par la rivalité entre le syndicat national des instituteurs et le syndicat national des enseignements de second degré. Le premier penchait pour un collège de type primaire supérieur, qui aurait constitué un débouché pour ses troupes, alors que le second défendait le petit lycée pour les mêmes raisons. Pour autant, l'hypothèse d'un grand soir éducatif n'est pas sérieuse. L'évolution récente atteste du caractère nécessairement très progressif du changement. Il n'y a jamais eu de véritable rupture entre les ministères successifs. Tout au plus des modifications de temps et de style, les inclinaisons subtiles. Même si toutes les conditions politiques ont été réunies, un changement radical se heurterait à plusieurs obstacles. Un effet de masse, tout d'abord. On ne réforme pas d'un coup de clairon une entreprise comptant plus de 12 millions d'élèves et près d'1,5 million de salariés. En outre, le système scolaire est constitué d'un enchevêtrement si complexe, si confus même, de divers sous-systèmes que l'on ne peut pas imaginer de partir en vacances en juillet dans un système pour se réveiller en septembre dans un autre. Toute mutation d'un élément a des effets en chaîne sur tous les autres, et les changements s'accomplissent au rythme lent des classes d'âge qui se succèdent à chaque niveau du système, sans compter les temps de réaction des échelons administratifs et le rythme tout aussi lent des départs en retraite. Ainsi, toutes les réformes apparaissent fatalement comme des réformettes,
comme des exercices vains puisque leurs effets ne seront perceptibles que quelques années après. Ils seront d'autant plus difficiles à percevoir que les réformes auront été diluées au fil du temps, alimentant ainsi le scepticisme général. Enfin, la logique de l'adaptation est d'autant plus limitée qu'elle repose sur un mécanisme de sédimentation. Tout en se transformant, l'école n'a renoncé à aucun de ses objectifs. La finalité du collège s'est brouillée au point d'apparaître contradictoire et paradoxale. Les institutions simples, qui devaient instruire la masse, former l'élite ou préparer au métier, sont devenues de plus en plus hétérogènes et complexes. Le collège n'a jamais renoncé à l'excellence tout en accueillant tous les élèves ensemble. Il a tenté de développer des compétences nouvelles sans abandonner les savoirs traditionnels. Les textes ont voulu mettre l'élève au centre du système sans changer la logique des programmes et des évaluations. Les établissements sont devenus autonomes sans en avoir véritablement les moyens et la reconnaissance. Les professeurs ont été invités à être des éducateurs, mais leur recrutement continue de se fonder sur l'excellence disciplinaire. Comme on dit, le monde de la communication, le message s'est brouillé. L'école a le sentiment de devoir tout faire, ce qui peut donner l'impression de faire n'importe quoi, de céder au mode au foucade, d'être exposé à une critique pertinente, puisqu'elle ne peut jamais faire tout ce qu'elle doit faire. L'école doit assurer l'égalité et l'excellence. Elle doit préparer à l'emploi et offrir une culture générale. Elle doit socialiser les élèves et reconnaître les individus. Il faut une bonne dose de candeur pour croire que tous ces objectifs sont compatibles. Le déplacement des tensions du système vers les individus. Tout se passe comme si l'école avait voulu entrer dans l'ère de l'école démocratique de masse sans renoncer à être l'école républicaine. L'absence de choix politique net, affirme publiquement pleinement légitime, a entraîné un alourdissement des contraintes du métier. Elle a multiplié les situations de double bande, soumettant les individus à des injonctions contradictoires. Prenez vos responsabilités, leur dit-on, mais soyez conformes aux attentes centrales. Travaillez en équipe, mais soyez évalués sur vos compétences disciplinaires. Sélectionnez l'élite, mais n'abandonnez personne en route. Ouvrez-vous à la société, mais ne perdez pas votre vocation universaliste. L'école républicaine est devenue une école de masse sans le vouloir, sans accepter, sans changement de nature, sans affirmer de nouvelles règles du jeu et une autre vocation scolaire. Dès lors, les tensions ont été repoussées vers la périphérie. Les épreuves et les mutations de l'école ont été transférées sur les acteurs qui ont accompli une transformation professionnelle perçue à la fois comme une réponse à l'urgence, comme une crise continue, comme une suite de renoncements et comme une mise en question de l'identité professionnelle largement relayée par les médias. Il se fait qu'un ministre semble participer à cette mise en cause pour qu'elle soit vécue comme une sorte de lynchage, une injustice et un abandon. Quand on considère aussi que la grande majorité des enseignants sont des enfants de baby boom, un peu plus de la moitié des professeurs du secondaire avaient entre 44 et 57 57 ans en l'an 2000, il faut mesurer la mutation qu'ils ont subie. Ils ont été formés dans un lycée traditionnel, dans un enseignement secondaire où n'entraient que les meilleurs. Ils ont commencé leur carrière dans un collège unique qui offrait encore des voies de dérivation. Ils ont donc changé de métier au cours de leur carrière. Ils ont découvert les classes hétérogènes, connu les projets d'établissement et les ZEP, enregistré les transformations des programmes, les injonctions pédagogiques nouvelles, ce qui fait beaucoup pour une vie professionnelle et qui en a usé plus d'un.
et qui en a usé plus d'un. On pourrait aussi évoquer le cas des chefs d'établissement qui sont passés du statut d'administrateur proche du notable à celui de responsable, voire de manager. On comprend alors que la plupart des réformes aient été combattues par les acteurs de l'école parce qu'ils sentaient bien qu'elles auraient nécessairement des effets sur l'accomplissement du métier et sur l'équilibre complexe des relations entre les divers groupes. Les professeurs ne sont pas conservateurs par nature puisque l'école s'est adaptée, pas plus que les politiques ne sont des modernisateurs courageux par nature, puisqu'ils ont souvent renoncé. Mais chacun sait que le prix du changement apparaît toujours extrêmement lourd. Les professionnels du système savent généralement ce qu'ils vont perdre, sans être sûrs de leur gain. Il reste qu'une fois le changement passé, on le considère souvent comme une nouvelle pierre de la tradition laïque et républicaine, qui se souvient que de nombreuses organisations syndicales et professionnelles ont combattu le collège unique, qu'elles considèrent aujourd'hui comme un acquis, voire comme le produit de lutte et de conquête. Qui se souvient de l'émotion républicaine entraînée par les ZEP? Qui se rappelle de l'indignation provoquée par le projet de l'EUFM, se proposant de former les professeurs sur le plan de la pédagogie, alors qu'il semblait aller de soi que la formation professionnelle n'était pas utile si l'on possédait des compétences disciplinaires solides? Qui se souvient des manifestations contre les TPE, les travaux personnels encadrés? Quand les héros sont fatigués, quand le métier devient trop difficile, quand les élèves ne jouent plus le jeu ou sont violents, quand la distance entre les idéaux affirmés et les pratiques engendre le scepticisme ou le cynisme, il faut renoncer à cette logique d'adaptation, quitte à reconnaître qu'elle a transformé l'école. Il faut cesser d'accumuler les mesures qui deviennent illisibles ou qui déplacent simplement les contradictions. Les enfants à l'enthousiasme. Il faut cesser d'accumuler les mesures qui deviennent illisibles ou qui déplacent simplement les contradictions, les confiant à l'enthousiasme, à la bonne volonté et à l'énergie des individus. Il faut assumer une logique de réforme articulant de nouvelles finalités pour l'école et un changement de ses règles de fonctionnement. Il faut dire ce que doit être le collège. Il s'agit moins de faire une révolution que de stabiliser le jeu autour de principes simples. Le consentement des acteurs. On ne manque pas de projets pour l'école. La question cruciale est celle de leur mise en œuvre. L'invention d'une école idéale et d'une pédagogie parfaite est un exercice d'autant plus voluptueux qu'il annule tout principe de réalité en postulant une société idéale composée de maîtres et d'élèves parfaits qui réalisent les principes tout aussi parfaits. Tous les élèves désirent apprendre. Tous les professeurs sont compétents et généreux. Il suffit de trouver la bonne méthode, le bon programme et la bonne pédagogie. On propose généralement de revoir le recrutement, la formation initiale et de lancer un gigantesque plan de formation compte tenu des enseignants en exercice. Au fond, la première utopie de ce type de pensée est de croire à la toute-puissance de la formation. Tout problème scolaire aurait fatalement une réponse pédagogique. Une fois éclairés par les lumières de la nouvelle formation, de la nouvelle didactique et de la nouvelle pédagogie, les professeurs n'auraient plus qu'à les mettre en œuvre. Ainsi, formant à l'apprentissage de la lecture, à l'expérimentation scientifique, à la conduite de groupe, à la lutte contre la violence, aux relations humaines avec les parents, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à la recherche bibliographique, à la didactique et aux sciences cognitives, à la pédagogie active et à la psychologie clinique. À l'inverse, d'autres ne croient pas à la formation et font confiance à la seule force des disciplines et de la tradition. Mais tous, pédagogues et antipédagogues, pensent que l'école n'est que la somme des relations entre des maîtres et des élèves. Changer
l'école ne reviendrait qu'à changer les maîtres. Évidemment, il est utile de former les personnels et de les aider, mais on ne peut croire pour autant que la formation soit le cœur d'un processus de réforme de l'école. Et cela pour deux raisons. La première réside dans l'autonomie nécessaire des enseignants. La seconde tient au fait que le changement des acteurs résulte davantage des transformations de leurs conditions d'action, de leur milieu de travail, que de leur évolution intime. On change quand on a de bonnes raisons pratiques de le faire, non par un goût inné du progrès, de l'obéissance, du sacrifice ou parce que la vérité s'est révélée. Ceux qui dénoncent le conservatisme et le corporatisme des enseignants, ceux qui disent il y a qu'à, imaginent souvent qu'il en est du travail pédagogique comme il en serait du travail industriel quand une nouvelle technologie appelle de nouvelles qualifications et une autre organisation de l'atelier. Or, ce n'est déjà pas simple dans le monde de la production, n'est guère imaginable dans celui de l'éducation. L'État définirait et redéfinirait en fonction des progrès de la science la bonne manière de faire pour ses fonctionnaires dévoués. Mais l'autonomie des enseignants n'est pas un acquis ou un privilège, c'est une condition essentielle à l'accomplissement d'un métier. D'une part, une classe n'est jamais identique à une autre. Elle suppose un effort d'adaptation, une conduite particulière, un art de capter l'attention chaque fois renouvelé. D'autre part, une technique pédagogique n'est pas comparable à un outil que l'on changerait pour de simples raisons de commodité et d'efficacité. Dans bien des cas, le style pédagogique est un prolongement de la personnalité de l'enseignant, une manière de faire élaborée au fil du temps et dont chaque professeur pense qu'elle lui correspond bien. C'est une manière d'être soi. Chacun sait qu'il y a une grande distance entre ce que l'on apprend à l'EUFM et ce que l'on fait en classe, et que la leçon faite devant l'inspecteur a de grandes chances de ne pas être la leçon habituelle. Cette autonomie du professeur s'impose d'autant plus aujourd'hui que les situations d'enseignement sont moins régulées, que les élèves sont moins conformes au modèle idéal. De plus, le professeur est obligé de tenir compte du travail de ses collègues. Il ne peut pas faire totalement ce qu'il lui dicte une méthode. Il est soumis à des programmes si vastes qu'il doit choisir ses priorités. Une pédagogie est un montage extrêmement complexe. C'est une construction personnelle et sociale bien plus qu'une technique. Quand un enseignant est relativement satisfait de sa façon de travailler, il n'a aucune raison d'en changer sous le seul prétexte qu'il y est invité. En termes de perfection pédagogique et de pureté des intentions, les recommandations des bulletins officiels et des inspecteurs sont rarement contestables. Il n'empêche que la plupart d'entre elles restent lettres mortes ou ont des effets aléatoires. Depuis des années, il est demandé de ne pas orienter les élèves vers l'enseignement professionnel à partir de leurs échecs, de favoriser l'oral et l'exercice pratique, de développer le travail interdisciplinaire et de donner toute leur place aux enseignements artistiques. Les historiens de l'éducation montrent aisément que ces nouveautés sont des vieilles lunes pédagogiques, gisant depuis longtemps dans les rapports de l'inspection générale et les manifestes pédagogiques. Parfois, les professeurs adhèrent à ces demandes, le plus souvent ils les ignorent et l'indifférence tue plus sûrement les réformes que les oppositions ouvertes. Les directives pédagogiques ne sont efficaces que dans la mesure où les enseignants y adhèrent. Et il ne suffit pas qu'ils les trouvent bonnes, il faut qu'elles leur soient utiles, qu'elles rendent plus facile l'exercice de leur métier. De surcroît, rien ou si peu ne garantit que ces pédagogies sont les bonnes, car il n'existe pas de pédagogie scientifique, même si elle peut sans doute s'enrichir des apports des diverses sciences. Il n'est pas sans intérêt de mieux comprendre les processus psychologiques d'acquisition du nombre ou d'étudier les conditions de l'efficacité pédagogique des enseignants. Ces travaux montrent ce qui n'est pas anodin,
que les écarts de performance et d'équité entre les enseignants sont importants. Il révèle aussi que ces écarts ne tiennent pas à des caractéristiques personnelles des professeurs telles que leur formation ou leur orientation idéologique, mais bien plus à des attitudes envers les élèves. Il semble que les enseignants les plus équitables et les plus efficaces ont de l'ambition pour les élèves et de l'ambition pour les élèves tels qu'ils sont. De même, on connaît le poids des attentes des professeurs et leurs forces autoréalisatrices. Connaître les effets de ce qu'on fait n'est jamais inutile et en ce sens peut-être existe-t-il, comme le pense Antoine Prost, un progrès pédagogique. Mais il reste vrai que les secrets de la réussite pédagogique ne peuvent pas être déduits d'une théorie pédagogique scientifique et qu'aucune autorité scientifique ne peut imposer un modèle contre la capitalisation des expériences et des échanges entre professionnels. Les professeurs sont autonomes. Les professeurs sont autonomes et l'école, comme toutes les bureaucraties de professionnels, ne fonctionne que par la grâce de cette autonomie. Plutôt que de chercher à formater les enseignants sur un modèle homogène, il faudrait être en mesure d'affirmer clairement les objectifs de l'école, de les arracher à leur ambiguïté, de sortir du long brouillage provoqué par une adaptation continue durant laquelle les missions de l'école n'ont cessé de s'empiler. Les résistances aux réformes seront d'autant moins fortes que les changements proposés faciliteront le travail, que la distance entre les principes, les règles et les pratiques sera réduite et que la vocation de l'école sera affirmée. Il s'agit moins de dire aux enseignants comment ils doivent faire que de leur dire ce que l'on attend de l'école et de leur travail et de les inciter à le faire, ce qui pose la question de nature politique et de la régulation du système. La régulation du système. La réforme ne consiste pas à injecter de nouveaux impératifs pédagogiques, mais bien à transformer les conditions d'exercice du métier. Dans ce domaine, la grande affaire a été celle de l'autonomie des établissements. À ce titre, cependant, la France est restée à mi-chemin. Longtemps, nous avons cru à une gestion du système par les normes. Le centre émettait les règles et des directives que les enseignants étaient censés appliquer dans le moindre détail, de manière mécanique, chaque atome étant supposé discipliné et identique à tous les autres. Il suffisait de dicter la règle pour qu'elle soit efficace. En théorie au moins, car en réalité la Troisième République a donné une certaine autonomie aux établissements, notamment aux écoles primaires supérieures, et c'est durant la période gaulliste que le modèle du contrôle jacobin s'est exacerbé, que les programmes sont devenus impératifs. De ce point de vue, la décentralisation scolaire mise en place depuis lors est surtout une déconcentration bien plus timide qu'il n'y paraît. L'essentiel de la gestion du système se fait toujours par les normes, par les directives et par les injonctions venues du centre. L'orientation ne doit pas se faire par l'échec. Les classes doivent être hétérogènes. Les méthodes doivent être plus différenciées. Évidemment, l'autonomie des enseignants, la complexité du système et la diversité des situations font que ces normes se perdent dans les méandres du système, ainsi que le soulignent les rapports de l'inspection générale. Le centre est alors tenté de produire encore plus de normes sans effacer pour autant les anciennes. Compte tenu de cette inflation de normes, les acteurs y croient de moins en moins et les ignorent de plus en plus, ce qui amène le ministère à en produire de nouvelles. Par ailleurs, l'éducation nationale a beau être une bureaucratie gigantesque, c'est aussi une organisation sous-administrée. 0,3% de son personnel seulement travaille dans les services centraux et les inspecteurs sont trop peu nombreux pour que la gestion par les normes soit véritablement efficace. Les professeurs sont peu inspectés, 4 fois
quatre fois environ au cours d'une carrière. Les fourchettes des notes d'inspection sont fixées par des critères de grade d'ancienneté et les professeurs ont de bonnes raisons de trouver la bureaucratie pesante et l'administration absente. L'usure de ce système de gestion a conduit à renoncer progressivement à des injonctions centrales pour se rabattre sur la voie prudente de l'encouragement aux initiatives locales en accordant une certaine autonomie aux établissements, laquelle a été concédée et fortement limitée. Les chefs d'établissement ont beaucoup de responsabilités sans avoir le pouvoir de conduire une politique à laquelle leurs collègues enseignants ne voudraient pas adhérer. Par ailleurs, situation étonnante, ils sont les présidents des conseils d'administration et des établissements dont ils fixent les ordres du jour et rédigent les résolutions dont ils se confient à l'application. Les chefs d'établissement ont aussi obtenu de n'être pas évalués. On comprend qu'un statut aussi ambigu n'appelle pas les vocations et suggère quelques rapports d'inspection, pas toujours les vocations des meilleurs. Les chefs d'établissement sont à la fois les représentants de l'autorité du recteur, les porte-paroles des collèges auprès de l'administration et sans autorité, ils sont chargés de conduire une politique autonome. Le miracle est qu'ils soient aussi nombreux à s'acquitter de cette mission avec beaucoup de talent, avec un talent qui fait souvent la différence d'un établissement à l'autre. Du reste, l'autonomie concédée d'une main est parfois reprise de l'autre car les projets des établissements sont devenus un exercice rituel jugé à l'aune de sa conformité à l'ère pédagogique du moment. Si limitée soit-elle, cette autonomie entraîne une certaine dérégulation du système. Les établissements affirment des styles propres pour se placer sur un marché scolaire. Les moyens dont ils disposent deviennent de plus en plus inégaux en fonction de la richesse des départements et de l'entre-gens des chefs d'établissement. Les établissements peuvent passer avec leur clientèle des compromis locaux souvent clandestins et opaques, telle classe ou telle option devenant par exemple le support d'une filière. Pour dénoncer cette évolution, beaucoup parlent de la logique néolibérale, ce qui semble bien excessif car on est loin d'une régulation par le marché. L'existence d'un cadre national ne peut être niée pas plus d'ailleurs qu'une diversité des établissements n'ayant pas forcément que les aspects négatifs. De plus, cette dénonciation obstinée cache parfois mal un goût pour un jacobinisme bureaucratique favorisant souvent ceux qui l'étaient déjà et arbitrant de solides féodalités. Il n'est pas pensable de revenir à une pure gestion par les normes et de ramener l'établissement au rang d'un simple échelon administratif, ne serait-ce que dans la mesure où l'autonomie concédée a réellement favorisé la capacité d'adaptation de l'école et où il ne faut pas surestimer l'équité du centralisme. En fait, le problème est moins celui de la marge d'autonomie des collèges que celui d'un pilotage par le centre. Leur autonomie ne peut être élargie sans qu'une contrepartie garantisse et renforce l'unité du système et le maintien d'un cadre national, ce qui ne veut pas dire son homogénéité, mais son équité. Pour cela, il faut donc passer d'un système de gestion par les normes, suivi d'une vérification de conformité ex post, à un système prenant au sérieux des capacités d'inventivité des établissements, mais se polarisant sur les effets de leurs pratiques, autrement dit, à une gestion par les résultats.
S'il est indispensable que les établissements aient une marge d'autonomie, il faut savoir ce qu'ils font réellement, de manière à construire une politique d'ensemble, alors que depuis 20 ans, les instructions officielles en appellent au projet d'établissement et au travail en équipe, alors que nous commençons à posséder de bonnes informations sur la valeur ajoutée des établissements, alors que nous savons que la capacité de résister aux conduites violentes dépend largement de la dynamique et de la cohésion des équipes. L'inspection reste centrée sur la conformité disciplinaire des individus. La politique affichée et le mode de gestion du système sont inadaptés, sinon contradictoires. De plus, un établissement n'est pas un isolat, il est lié au réseau local des écoles primaires, des collèges et des lycées et il ne peut les ignorer. C'est pour cet ensemble de raisons que les établissements devraient être audités régulièrement par des équipes formées d'inspecteurs et de professionnels, chefs d'établissement et enseignants. De chercheurs et d'usagers, élus, parents, travailleurs sociaux, l'ensemble des acteurs de l'école devraient participer à ces missions de vérification permettant de construire une réelle politique d'établissement à partir de ces pratiques et de ses moyens. On peut imaginer que chaque audit aboutisse à un contrat liant l'établissement, le recteur, la commune, le conseil général et le conseil régional qui, faut-il le rappeler, contribue au financement des écoles. Plus l'on sera en mesure de savoir ce que font les établissements, plus les personnels seront associés à cette connaissance, plus l'autonomie des acteurs sera grande sans que le prix à payer en soit l'opacité ou l'anarchie. Une bonne connaissance des établissements et de leur politique aurait un double avantage. D'abord, elle préserverait la cohésion générale du système en permettant d'évaluer les dérives parfois observées et de les éviter en maîtrisant plus efficacement les écarts tolérables au sein du service public. Et si l'on accepte le principe d'une discrimination positive, il importe donc posséder les outils de connaissance et de gestion. L'essentiel est de ne plus évaluer les pratiques à partir de leurs intentions et de leur conformité au pédagogiquement correct du moment, mais uniquement à partir de leurs résultats. Ensuite, ce mode de pilotage donnerait un véritable espace d'autonomie des établissements et permettrait de sortir de certaines alternatives aporétiques ou de certaines injonctions paradoxales. Par exemple, avec un tel dispositif, rien n'interdirait d'ouvrir des classes à projet spécifique car en suivant précisément les élèves, on pourrait savoir si elles sont des classes poubelles ou bien des classes offrant de réelles opportunités d'apprentissage. Actuellement, comme il est impossible de le savoir, on se borne à interdire formellement la formation de ces classes tout en les tolérant dans les faits. On ne sait plus si l'on se prive ainsi des bénéfices de l'homogénéité ou de ceux de l'hétérogénéité. Dans la même perspective, un audit pourrait intégrer une conception des résultats de l'établissement beaucoup plus large que les indicateurs couramment disponibles. Les performances d'un collège ne se mesurent pas seulement au taux des reçus au brevet, mais au progrès des élèves et à leur avenir scolaire. Qui, plus et la valeur éducative des collèges ne peut se réduire à la simple sommation des performances des élèves et des indicateurs sociaux. Le climat éducatif fait partie intégrante du travail scolaire, tout autant que les résultats aux examens. Les élèves n'y apprennent pas que les manières fondamentales, mais bien d'autres choses, notamment une capacité à vivre ensemble paisiblement, ce dont aucun indicateur statistique ne rend parfaitement compte. Enfin, en réduisant l'école à ses seules performances, les tests de mesure de ces performances peuvent devenir la finalité des études. Pour toutes ces raisons, l'audit soit associé les acteurs de l'établissement et ne peut être une inspection de conformité. Il doit déboucher sur les objectifs négociés entre le centre et la périphérie, entre le rectorat et le conseil d'administration. Une régulation par les résultats est fondamentalement de nature contractuelle. On fait confiance aux professionnels pour trouver les voies
les plus efficaces qui peuvent être très variées afin d'atteindre les objectifs convenus. On évite ainsi d'aller faire la police dans tous les recoins du système, tout en donnant aux individus les moyens de travailler. Le service des enseignants. Chacun le concède aisément, même si le métier d'enseignant consiste en premier lieu à transmettre des compétences et des savoirs, cette activité ne se limite pas à la seule leçon faite devant la classe. Probablement, le travail des élèves connaîtra-t-il une individualisation croissante. La classe en tant que groupe ne sera-t-elle plus la forme unique de la pédagogie. Le travail en équipe se développera, les rencontres avec les parents et les autres adultes concernés se multiplieront. La construction d'une civilité commune conduira à sortir l'enseignant de sa classe. Actuellement, ces évolutions sont souvent vécues comme autant de menaces, autant de dérives vers l'animation culturelle et la psychologie parce qu'on ne parvient guère à dire ce qui est le métier de professeur. Tout se joue dans une extrême ambiguïté entre deux processus bien différents. D'un côté, les mutations et l'élargissement du métier reposent sur le volontariat, plus ou moins forcé d'ailleurs, sur la conviction de l'engagement des individus parce que l'équipe est solide, militante, parce que les gens s'aiment bien, parce que le groupe est solidaire. Il peut se développer une capacité d'action collective dont on perçoit généralement bien l'efficacité dans le domaine de la discipline, des relations avec d'autres partenaires, dans la satisfaction des élèves et des parents. Mais il se fait que le jeu des mutations casse cet équilibre, que le chef d'établissement ou le conseiller d'éducation change, tout simplement que les gens vieillissent et se fatiguent pour que tout se brise. Une bonne politique ne peut pas être fondée sur les seuls bons sentiments. D'un autre côté, les ministères successifs sont amorcés un processus de division du travail continu dans lequel les professeurs enseignent alors que divers intervenants spécialisés membres au nom de l'éducation nationale se chargent des autres tâches parfois considérées comme de sales boulots. Les surveillants surveillent, les aides éducateurs se chargent des relations avec les jeunes, les travailleurs sociaux font de l'aide sociale, les infirmières s'occupent des crises de l'adolescence, les conseillers conseillent, les médiateurs parlent aux familles supposées trop étrangères, les spécialistes de la documentation documentent. Chaque type d'activité est confié à un corps de spécialistes qui obtiendra nécessairement un statut et une reconnaissance si particuliers que de nouveaux espaces vides apparaîtront entre les spécialités appelant la formation d'autres spécialistes, etc. Bien sûr, les experts sont indispensables, mais ce qui a été bon pour la production des automobiles dans les années 1920 n'est peut-être pas transposable à l'éducation. Si le métier d'enseignant se transforme, il faut que le statut qui en définit le cadre se transforme lui aussi. Si l'on attend des enseignants qu'ils aident individuellement les élèves, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils puissent recevoir les parents, qu'ils se préoccupent des activités considérées comme périscolaires, mais qui sont essentielles, on ne peut éviter d'augmenter le temps de présence des professeurs dans les collèges et les lycées et à diminuer le nombre d'heures consacrées aux cours proprement dits. Au total, la charge de travail des enseignants n'en serait pas alourdie, mais il y aurait des adultes dans les écoles et probablement moins de violence. Le temps d'ouverture des établissements serait allongé. Les charges de travail des professeurs s'équilibreraient entre les diverses disciplines et entre les individus. La définition du service, mais sans doute aussi les modalités de recrutement, doivent réduire la distance entre le travail prescrit et le travail réel, entre le statut et le métier. À qui appartient l'école? On ne peut réformer si on ne met pas en débat à la fois les finalités de l'école, le pilotage
du système et le service des enseignants. Mais il s'agit là de questions généralement considérées comme tabous. Il faut donc disposer à la fois d'une forte légitimité et du consentement des enseignants, ce qui n'est pas simple et semble-t-il de moins en moins facile. Dans un régime démocratique, il va de soi que l'école publique financée par l'impôt appartient à la nation, à ses représentants légitimement élus. Depuis 30 ans, ce n'est guère le sentiment que l'on peut avoir, tant les risques politiques engendrés par les projets de réforme scolaire s'avèrent considérables. Presque tous ont connu de fâcheuses mésaventures et ont ouvert des crises politiques graves, parfois majeures, comme pour la réforme Savary 1984 ou la réforme Dauvaquet 1986, et plus récemment pour les réformes Allègre, Ferry et Fillon. Les projets présentés par des gouvernements de droite ont été combattus parce qu'ils étaient de droite et quelques élections ont été perdues. Les projets présentés par la gauche ont été aussi fermement combattus parce que les enseignants attendent des gouvernements de gauche qui leur donnent des moyens sans les bousculer. La situation est telle que l'on finit par considérer comme une grande sagesse politique le fait de ne rien entreprendre. Ce ne serait pas très grave si en ne faisant rien, on ne laissait pas le système suivre une pente naturelle à l'éclatement et à la dispersion. Si l'on ne favorisait pas les conservatismes, les privilèges des uns, l'exclusion des autres. Considérons qu'il n'est guère possible ou trop dangereux de passer par la voie politique pour doter d'une légitimité externe tel ou tel changement, la tendance est alors de le négocier en interne, de ne s'attacher qu'au consentement des personnels. C'est l'activité essentielle d'un cabinet ministériel. Cette recherche d'accord est évidemment positive, mais il faut bien en mesurer les limites quand c'est l'accord en lui-même qui finit par fonder le projet. Condorcet ne souhaitait pas que les maîtres d'école forment les corporations afin d'empêcher que l'instruction qui est instituée pour les élèves ne soit réglée d'après ce qui convient aux intérêts des maîtres. Aujourd'hui, Condorcet aurait tort car personne ne peut ignorer les syndicats et les organisations professionnelles, mais il aurait peut-être moins tort si l'on se place dans la perspective d'une réforme. Là encore, on ne saurait réduire les syndicats et les associations à des bastions conservateurs et de toute manière, il est normal que chaque organisation défende les intérêts des catégories qu'elle représente. Les contraintes de la négociation interne ne viennent pas nécessairement de l'idéologie, des intentions et des programmes des acteurs concernés. Elles procèdent plutôt de la nature même d'un jeu, aboutissant toujours aux réponses les plus limitées. Tout d'abord parce que les partenaires sont légion. En 1988, Bernard Tout-le-Monde dénombrait 38 associations périscolaires, 12 mouvements pédagogiques reconnus, 32 associations de personnel, 6 mutuelles et 117 syndicats. Ces chiffres sont toutefois un peu faibles si l'on tient compte des réseaux disciplinaires constitués autour des associations, des corps d'inspection et des inspecteurs généraux chargés d'une discipline. Il faut aussi ajouter que bien des organisations possèdent plusieurs tendances. Et l'on ne doit pas sous-estimer l'extrême balkanisation d'un ministère dans lequel chaque direction, voire chaque sous-direction, veille jalousement à son territoire. Chacun de ces groupes a des problèmes de frontières et des problèmes d'honneur ou de rang.
à la moindre esquisse de changement des équilibres. Chaque discipline se défend et les horaires des élèves n'étant pas extensibles, elle se défend contre les autres. Chaque corps n'existe que dans la distance qui le distingue des autres. La réduction de cette distance est une atteinte inacceptable à la dignité d'un des acteurs. Et comme la plupart du temps, les écarts sont symboliques, ils ne sont guère négociables. Quand la, cons- Quand la concertation porte sur les projets de réforme, elle ne peut aboutir qu'à des solutions timides et limitées qui ne menacent pas le jeu des équilibres entre tous les acteurs, ceux qui sont sur le devant de la scène et les autres. Ainsi, aujourd'hui, l'introduction d'une culture technologique au collège bouleverserait trop certains équilibres syndicaux pour que l'on essaie de limiter l'orientation par l'échec vers l'enseignement professionnel tant déploré par ailleurs. Cela ne veut pas dire que les enseignants ou l'administration ne peuvent pas souhaiter les changements sensibles, mais le mode d'organisation des acteurs et de la négociation interdit l'expression de ces aspirations qui mettraient en péril le jeu lui-même. Aucun syndicat un peu représentatif ne peut prendre le risque de se tenir une réforme dont il sait qu'elle déstabilisera fatalement les équilibres les plus subtils qui assurent sa position, lesquels sont indissociablement professionnels et syndicaux. Pourtant, les organisations de personnel se retrouvent à la fois impliquées de manière diffuse dans la conception et la mise en œuvre des réformes et très normalement en ligne de bataille pour les combattre. Cette situation est quelque peu paralysante et une moindre implication diffuse dans les réformes donnerait sans doute un souffle d'air revigorant aux organisations syndicales et professionnelles qui ne seraient plus à la fois des casés-rouages de l'administration et des organisations contestataires. Pour l'heure, on assiste à un jeu étrange fait de déclarations publiques démenties par les propos tenus en interne. La réforme bloquée sur tel point corporatiste sera dénoncée par ailleurs pour son manque d'ambition. Le ministre affirmerait ne rien céder sur les principes tout en les marchandant contre le taux des heures supplémentaires. Et le jeu s'englue d'autant plus que l'espérance de vie professionnelle des hauts fonctionnaires, des inspecteurs généraux et des responsables syndicaux excède de très loin l'espérance de vie politique des ministres eux-mêmes. Dans le pire des cas, il se fait d'attendre. Le ministère de l'Éducation nationale est un gisement inégal de réformes oubliées, avortées et perdues dans les sables. Du côté des responsables du ministère, l'anticipation des résistances et la crainte des conflits sont tellement intériorisées qu'un fonctionnaire expérimenté et sage est avant tout capable d'anticiper les effets pervers de n'importe quelle mesure. Le système devient adepte de l'autocensure volontaire. Pour celui qui s'y risque, la moindre esquisse de changement présente un coût psychologique et politique considérable, sans compter les coûts financiers qui prennent très vite des proportions impressionnantes. La sagesse est plutôt de ne rien faire et de se réjouir du miracle quotidien grâce auquel le système tient. Face à cette sagesse contemplative, bien ordonnée et intelligente, largement partagée par les fonctionnaires et les responsables syndicaux, l'esprit de réforme se délite. Depuis plusieurs années, on a choisi de contourner la négociation interne sans s'exposer au risque du débat politique direct, en appuyant les projets sur les consultations et des rapports confiés à des experts. La légitimité scientifique viendrait alors se substituer aux légitimités bureaucratiques et politiques. Autant il est normal et souhaitable que la consultation interne tienne compte des intérêts et des opinions des personnels, autant on ne peut espérer que ce mode de négociation accouche d'une réforme par la grâce de la consultation directe du peuple lycéen et du peuple enseignant. Soit le ministre s'appuie sur les opinions publiques contre
les organisations syndicales et professionnelles, et celles-ci ne peuvent que se défendre, soit les résultats de la consultation sont eux-mêmes négociés en interne, et ils restent dans le cadre du recevable. Quoi qu'il en soit, l'agitation comme les débats réels et sérieux entraînés par la consultation ne peuvent déboucher que sur les résultats timides et perçus comme décevants, sans doute beaucoup de bruit pour rien ou pour si peu. En fait, ni les cautions des experts, ni le plébiscite des usagers, ni les vœux des personnels ne sont à même de justifier les politiques éducatives. L'école n'appartient en propre à aucun d'entre eux et il n'existe pas d'autre issue que de s'appuyer sur la légitimité démocratique. Le budget de l'éducation est voté par les représentants de la nation et il ne serait pas scandaleux qu'ils se prononcent aussi sur ce qu'il faut en faire. C'est C'est à ce niveau que doivent être tranchés les inévitables conflits d'intérêts entre offreurs et demandeurs et entre les différents groupes qui les composent. On comprend par exemple que les parents, oubliant qu'ils sont par ailleurs des contribuables, en demandent toujours plus pour leurs enfants. C'est comme cela que l'on se retrouve avec 77 possibilités de choix de langue au baccalauréat avec des coûts afférents parce qu'on veut à la fois respecter les demandes individuelles tout en défendant par ailleurs un baccalauréat pour tous. De même, c'est au niveau politique que les conflits entre les usagers inégaux doivent être tranchés. Les parents de bons élèves poussent à la constitution de classes de niveau puisque ces élèves progressent encore mieux dans les classes fortes, mais le politique ne peut cependant pas négliger le fait que les élèves faibles, dont les parents sont certes moins pressants, vont partir des classes de niveau faible qui seront la contrepartie des classes fortes. On pourrait tenir le même raisonnement à propos du choix de l'établissement demandé par certaines familles, alors que le prix en termes de relégation est payé par d'autres. En outre, ce sont les parents de la maison qui parviennent le mieux à y faire réussir leur enfant. Dans une certaine mesure, les organisations professionnelles des professeurs sont aussi des syndicats de parents déguisés. Ne débattre, ne débattre des problèmes de l'école qu'avec les professionnels, c'est non seulement privilégier le point de vue particulier de ceux qui en vivent, mais aussi celui des parents qui seront les plus vigilants quant aux intérêts des bons élèves et des filières qui leur profitent le plus. Toutes ces questions appartiennent donc au Parlement et contrairement à une idée lancée à la veille d'une élection présidentielle, elle ne relève pas d'un référendum, tout simplement parce qu'on n'imagine pas de question éducative à laquelle il suffirait de répondre oui ou non. Et aussi parce que les politiques éducatives doivent faire l'objet d'une réflexion plus globale, incluant des arbitrages avec d'autres politiques de l'emploi ou de la ville par exemple. Une fois votés, les syndicats peuvent et doivent discuter les conditions d'application d'une réforme, mais ils n'ont pas à faire les choix qui relèvent de la vie démocratique. On trouvera cet appel à la décision politique bien banal, mais aussi utopique et irresponsable. Ceux qui pensent être les seuls experts en matière d'éducation parleront de démagogie comme si le fait d'occuper une place dans le système scolaire les plaçait d'emblée au-dessus du débat. Mais il faut rappeler que les pensées les plus universelles s'accommodent facilement des intérêts les plus particuliers et pas seulement des intérêts professionnels normalement corporatistes parce que c'est là que les enfants préparent leur accès aux positions sociales et professionnelles. L'école est traversée par des sourdes oppositions sociales parce qu'on a appelé autrefois des luttes de classe. C'est pour cette raison qu'on ne saurait exclure les questions scolaires du débat politique, d'un débat politique normal dans un pays démocratique. Bien des citoyens se plaignent à juste titre de l'appauvrissement du débat politique parce qu'un grand nombre de problèmes centraux ne s'y inscrivent plus. Libéral ou social-démocrate, l'État n'est plus le maître absolu de la vie économique nationale.
L'espace juridique est de plus en plus enserré dans un cadre juridique et réglementaire international. Les questions scientifiques les plus pointues échappent au contrôle des politiques. La décentralisation a fractionné bien des débats nationaux en querelles locales. La vie politique démocratique n'aurait plus d'autre objet que le pouvoir lui-même, puisque l'action politique serait impuissante. Pourtant, les politiques scolaires échappent à cette évolution. Elles sont à la fois publiques et nationales et elles concernent directement presque tous les citoyens. On voit mal pourquoi le contenu des programmes ou des examens, le statut des personnels éducatifs, l'organisation et l'évaluation des établissements, les grands objectifs chiffrés du système ou les voies de la formation professionnelle ne seraient pas au cœur de la vie politique, alors même qu'elles sont un objet de passion. C'est-à-dire que ces questions sont trop techniques pour être confiées aux confusions de la démocratie. Que penser alors des politiques budgétaires et des politiques de santé? Le retour de l'école dans la vie politique est probablement plein de risques et constitue certainement un mauvais conseil politique. Mais le règne de l'adaptation continue, la dérégulation croissante du système, l'aigreur et la violence des uns, l'apathie et le cynisme des autres augurent bien plus que des crises politiques. Quand la France a voulu être une société démocratique, nationale et moderne, elle s'est donnée à l'école dont elle pensait avoir besoin au prix de sérieuses querelles et d'un réel courage. Face aux enjeux d'aujourd'hui, il n'est pas acceptable de s'en tenir à des positions défensives, de rester entre soi et de prendre les slogans pour la réalité en accusant seulement les élèves qui n'y croient pas d'être des sauvageons et leurs parents d'être des missionnaires. إذا ننتهي من هذه الحلقة قراءة الشابتر 11 وأخير الشابتر اللي هو شابتر 12 Pourquoi ne croit-on pas les sociologues. هذا إن شاء الله غادي يكون في الحلقة المقبلة.